Bonjour, Cédric du site formation informatique avec Cédric.fr. Bienvenue dans ce Demande à Cédric numéro 28. Nous sommes le 2 novembre 2016, il est bientôt 17h et nous allons commencer une session de questions-réponses de 17h à 18h pour les membres plus. Donc si vous voulez vous inscrire sur le site, c'est gratuit. Vous allez pouvoir avoir accès à plus de 120 vidéos que je vous offre. Si vous regardez cette vidéo en retransmission ou sur YouTube, vous trouverez un lien sous cette vidéo dans la description, ce qui vous permettra d'être redirigé vers mon site. À partir de là, vous pourrez vous inscrire. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Ça ressemble à ceci. Donc vous arrivez sur l'accueil du site. Lorsque vous êtes sur l'accueil du site, vous identifiez le bandeau bleu, vous mettez votre prénom, votre adresse email, vous cliquez sur oui, je veux m'inscrire. Vous allez être redirigé, vous n'allez pas du tout être redirigé, vous allez recevoir un mail. Dans ce mail, il y a un lien sur lequel vous allez devoir cliquer pour valider votre inscription. C'est pour lutter contre le spam que je fais ça et m'assurer que vous ne vous êtes pas trompé d'adresse email. Et à partir de là, vous aurez accès à votre espace membre pour avoir accès à plus de 90 vidéos pour apprendre l'informatique à votre rythme, un cours thématique sur Gmail et plein d'autres choses. Voilà, cette petite introduction étant terminée, nous allons pouvoir nous concentrer sur les questions des membres qui viennent d'arriver. Bonjour à toutes et tous, ça y est, c'est officiellement démarré, l'enregistrement est parti, vous êtes en train d'arriver, il est 16h59, donc je vais pouvoir commencer à répondre aux premières questions. Juste une toute petite précision avant de démarrer, il y avait eu un souci hier avec le pilier numéro 2 recherche efficace. J'avais oublié d'intégrer une vidéo dans le sommaire de cette vidéo, donc ça y est, je l'ai rajouté ici. Vous pouvez désormais y accéder plus facilement depuis le sommaire de la formation des piliers de pilier numéro 2 recherche efficace. J'ai pas beaucoup dormi, donc je ne sais pas si ça va avoir une incidence, mais je sens que ça va être compliqué. Allez, c'est parti. Alors, écoutez, j'imagine que tout fonctionne correctement puisqu'il n'y a pas eu de plainte, si je puis dire, donc on va pouvoir démarrer. Alors, Morissette, bonjour à toutes les membres et Cédric. Est-ce que Cloudprint peut en plus l'installer sur Windows 10 en plus de mon imprimante Epson? Merci. Est-ce que Cloudprint peut-on en plus l'installer sur Windows 10 en plus de mon imprimante? Alors, je ne connais pas du tout Cloudprint, Morissette. On va pouvoir regarder ce que c'est. J'imagine que c'est la possibilité d'imprimer depuis peut-être votre téléphone pour imprimer directement sur votre imprimante. Je suppose qu'il faut que l'imprimante soit compatible. On va regarder à quoi ça ressemble. Cloudprint, est-ce que c'est une norme? Est-ce que c'est une solution? Alors, Google Cloudprint, pour l'instant, c'est Google apparemment. Alors, on va regarder à quoi ça ressemble. Je vais partager mon écran ici. Imprimer n'importe où depuis n'importe quel appareil. Google Cloudprint est une nouvelle technologie qui permet de connecter vos imprimantes à Internet. Grâce à Google Cloudprint, vous pouvez accéder à vos imprimantes personnelles ou professionnelles depuis les applications que vous utilisez au quotidien et les partager avec vos proches. Alors, je ne sais pas si, en tout cas, avec cette photo, on dirait que oui, Morissette. Je vais enlever mon visage pour que vous puissiez voir. Voilà, ici, apparemment, l'imprimante, il montre des téléphones, un téléphone sous iOS, un téléphone sous Android et un ordinateur portable. Donc, je suppose que vous avez la possibilité de le faire et de l'installer sur Windows 10. Je vous avouerai que je ne suis pas familier avec le processus. Peut-être que c'est à la base pour imprimer depuis votre smartphone sur votre imprimante. J'avoue que je n'en sais rien. Apparemment, ça a l'air compatible. Donc, il faudra que vous puissiez faire vos tests. Après, je ne sais pas s'il y a d'autres fonctions. Apparemment, Google Cloudprint, ça a l'air d'être ça. Vous pourrez nous donner peut-être plus de précision, Morissette, pour savoir l'utilité exacte, parce que je vois pas bien l'intérêt d'imprimer depuis votre ordinateur. Je suppose que votre ordinateur doit être relié à votre imprimante et que donc dans ce cas-là, je vois pas l'intérêt d'installer cette application sur votre ordinateur, mais peut-être il me manque une étape et comme je ne maîtrise pas bien cette chose qui est Google, ou Cloudprint en général, je ne sais pas si c'est que pour Google.
Dans ce cas-là, il faudra soit que vous nous donniez un peu plus de précision sur l'utilisation, et sinon, voilà, tout simplement, donner plus de précision sur l'utilisation pour que je puisse vous aider un peu plus, puisque je ne connais pas cette technologie. Marc, bonjour Cédric, toutes et tous. Bonjour Marc, bonjour Cédric, bonjour Françoise. Alors, bonjour Cédric, bonjour à tous. J'ai acheté une clé Bluetooth pour mon ordinateur de bureau, mais malheureusement, l'UC ne possède que 2 entrées. Peut-on brancher cette clé ailleurs dans l'UC? Merci. Alors, Tania, je suis un peu surpris. L'UC possède que 2 entrées. Alors, je suppose que vous parlez des entrées en façade, et en théorie, sur votre ordinateur, vous devriez avoir, on va regarder, carte mère. Donc, carte mère, on va afficher les images des cartes mères. Voilà, on va essayer d'en trouver une qui soit suffisamment grande. Et parce qu'en théorie, donc sur votre ordinateur, vous ne le précisez pas, Tania, si vous avez une UC, donc on va partir du principe que c'est un ordinateur fixe. Et donc, sur une carte mère, alors celle-ci en a peut-être un peu beaucoup, mais vous voyez, il y a 4 ports USB à l'arrière de la carte mère. Donc on le voit ici. Donc sur votre unité centrale, en théorie, vous devriez avoir des ports à l'extérieur. Et ce que vous pouvez faire, si par exemple vous branchez votre clé Bluetooth à l'arrière et que vous voyez que la portée n'est pas fantastique, ce que vous pouvez faire, c'est acheter un hub USB. Donc un hub USB, c'est quoi? Je vais essayer de vous montrer. Moi, j'en ai un sur mon bureau. On va taper ça. Hub USB Ultron. C'est ce que j'avais acheté. Voilà. Image. Voilà. J'ai acheté ça. Ah, on voit pas bien, c'est pas très grand. On va essayer d'en trouver un autre. Peu importe. En fait, l'objectif, c'est d'avoir un hub USB qui va vous permettre de brancher, donc ça, c'est comme une multiprise en fait, mais pour un hub. Et à partir de là, ça va vous permettre... Ah oui, mais c'est parce que je suis parti là-dessus. Voilà. Je vais y arriver. Voilà, là ça ressemble un peu plus à ça. Donc vous avez, comme vous pouvez le voir, vous avez différents modèles. Moi j'ai acheté celui-ci, un Hub Ultron, je l'ai trouvé sur Amazon. On va regarder si on peut avoir une plus grande taille. Ça va être compliqué aujourd'hui. On peut pas... Ah si, voilà, celui-là il a l'air grand. Voilà, donc en gros, ça se pose sur votre bureau. Et vous avez derrière, je ne sais pas si on va pouvoir voir derrière. Ça c'est devant, ça c'est les accessoires et ça c'est pas derrière. Donc en gros, vous allez mettre ça sur votre bureau. Vous allez relier cette machine... Vous allez la relier à votre ordinateur, donc les câbles sont fournis avec. Il vous faudra aussi le brancher sur le secteur, puisque là c'est en USB 3, donc ça a besoin d'un petit peu de puissance. Donc derrière cet appareil, il y a une prise secteur et un cordon USB 3 que vous pourrez relier sur votre ordinateur. Ça marche aussi si vous le reliez sur un USB 2, vous aurez juste un peu moins de vitesse. Pour le Bluetooth, ça n'a pas vraiment d'importance. Et à partir de là, vous pourrez brancher votre clé directement sur un des 4 ports qui sont disponibles. Et l'avantage de l'avoir sur le bureau, moi j'en ai installé un, vous le verrez dans une prochaine vidéo là, que je vais sortir pour finaliser la formation sur le montage du PC. J'ai fait un enregistrement de tout mon bureau pour vous expliquer comment je l'ai construit. Et à partir de là, eh bien, ça vous permet, moi je m'en sers beaucoup, ça évite d'avoir, quand je veux brancher une clé USB, je la branche directement et cet appareil-là reste tout le temps sur mon bureau. J'ai mis du scotch double face sous ici parce que c'est vrai que ça a tendance à bouger sinon. Et là, ça ne bouge plus du tout. Je peux mettre mes clés USB, je pourrais mettre un dongle Bluetooth si j'avais besoin. Et l'avantage, c'est qu'il va rester dans l'environnement, il ne sera pas confiné au sein de l'ordinateur. Si vous avez votre ordinateur dans un caisson ou si vous avez votre ordinateur sous le bureau, et bien comme ça le Bluetooth vous aurez une meilleure portée. Donc voilà ce que vous pouvez faire, Tania. Soit vous le branchez derrière votre ordinateur et si toutefois ça ne suffit pas, et bien dans ce cas-là vous pourrez plus simplement acheter ce type de matériel. Ça s'appelle un hub USB, c'est comme une multiprise pour l'électricité sauf que là c'est pour l'USB et à partir de là vous devriez avoir votre solution pour brancher votre clé Bluetooth. Bonjour Gérard, bienvenue parmi nous. Bonjour Cédric et à toutes et tous.
Ariane, bonjour Ariane, bonjour à toutes et tous. Vous employez, je crois, un logiciel de sauvegarde payant. Pouvez-vous me donner son nom? Les sauvegardes se font-elles tous les jours? Merci de votre réponse. Alors, absolument Ariane, j'utilise un logiciel payant qui s'appelle True Image. C'est la société Acronis qui fait ça. Je cherche un peu mes mots, mais on devrait y arriver. Alors, ça s'appelle donc Acronis True Image. Moi j'ai une version qui est un petit peu plus ancienne que la dernière, mais voilà, si vous ne l'avez pas encore acheté et que vous voulez l'acheter maintenant, vous aurez au moins la dernière version. Et en effet, eh bien, ça vous permet de faire des sauvegardes. Vous avez différents types de sauvegardes que vous pouvez sélectionner. Donc là, acheter en une fois, abonnement d'1 an, abonnement 2 ans. Donc voilà, ça vaut 60 €. Moi, il me semble que je l'avais payé 50 quand je l'ai acheté, mais c'était il y a déjà 2 ans. Et j'avais acheté la mise à jour. Donc à quoi ça ressemble? Ça ressemble à ça. Donc une fois que vous avez installé le logiciel, je ne sais pas s'il va se lancer. Il va peut-être se lancer et checker mes disques durs. J'espère que ça ne va pas avoir d'incidence sur le Hangout. Voilà. Et donc à partir de là, eh bien, vous allez avoir différentes possibilités de sauvegarde. Donc j'en parlerai bien évidemment plus en détail dans la vidéo sur les sauvegardes, mais là vous avez la possibilité soit de sauvegarder l'intégralité de votre disque, soit une certaine partie de vos fichiers, soit voilà quelque chose, et ça va vous créer une sauvegarde. Ce qui est bien, c'est que vous n'êtes pas obligé d'éteindre votre ordinateur pour créer une sauvegarde intégrale, donc ça c'est quand même vraiment pratique, et vous pouvez planifier par exemple tous les soirs ou tous les 3 jours ou toutes les semaines une sauvegarde intégrale de votre disque. Donc là il faut prévoir un petit peu d'espace disponible sur un disque externe par exemple, et à partir de là, eh bien, ce sera vraiment très pratique. J'aurai évidemment l'occasion d'en reparler dans la formation pilier numéro 4 ou 3, je ne sais plus, sur les sauvegardes. Mais sachez que c'est vraiment un très bon logiciel. Vous pourrez également cloner vos disques, vous pourrez également faire un certain nombre de choses. Vous pourrez vous créer un support de démarrage, c'est-à-dire vous pourrez démarrer sur le support de démarrage et ensuite cloner vos disques ou alors récupérer une partition, enfin restaurer une partition, restaurer plusieurs partitions, cloner une partition, plusieurs partitions. C'est vraiment un logiciel qui est très très bien. Je l'utilise depuis 2 ans maintenant et je m'en servais beaucoup pour cloner les disques durs de mes clients lorsque je faisais des interventions sur ceux-ci, pour ne pas prendre de risques si par exemple j'effaçais des fichiers qu'il ne fallait pas, ou c'était surtout quand je faisais des nettoyages en profondeur comme je les indique dans le guide pratique un PC rapide et sain je vais y arriver. Sur le site, voilà, vous avez un PC rapide et sain ici qui permettait donc de faire un nettoyage en profondeur. Et des nettoyages en profondeur, j'en faisais au moins 5-6 par semaine. Donc à chaque fois, quand j'avais l'ordinateur à la maison, je faisais un clone de l'ordinateur du client parce que les nettoyages en profondeur, parfois les logiciels effacent certaines choses qu'on n'aurait pas voulu. C'est arrivé très peu de fois, mais les peu de fois où c'est arrivé, j'étais bien content d'avoir réalisé des sauvegardes du client. Voilà, donc le logiciel s'appelle Acronis, enfin le logiciel s'appelle True Image et la société qui le crée est Acronis. Voilà Tania. Je ne sais plus où j'en suis. Est-ce que j'avais bien partagé mon écran? C'est pas sûr. Je vais revenir là. Et là, est-ce que... Voilà, Acronis. C'est ce site-là, Acronis, et le logiciel s'appelle True Image. Voilà, je ne sais pas si vous aviez eu la possibilité de le voir. Voilà, maintenant, c'est chose faite. Alors, Sacha, bonjour Cédric, je suis membre plus et j'adore les demandes à Cédric et c'est grâce à vous que j'ai installé Dashlane. Eh bien, formidable Sacha, merci d'être membre plus et surtout, eh bien, voilà, je suis content que vous puissiez apprendre l'informatique, apprendre des nouvelles choses. Sachez que ça n'a rien à voir avec le fait que voilà, ce soit moi qui vous les apprenne. On apprend toujours des nouvelles choses dès lors où on commence à rechercher. Moi, j'apprends tous les jours des nouvelles choses. Je fais tout le temps des nouvelles choses avec l'informatique. Et même si j'en connais déjà un certain nombre de choses, puisque ça fait longtemps que je pratique, eh bien voilà, je continue d'apprendre tous les jours et c'est ça qui est formidable. Et quand les personnes me disent, bon ben voilà, tu t'y connais en informatique, tu dois savoir faire ça, mais il y a tellement de domaines, c'est tellement vaste l'informatique qu'on ne peut pas tout connaître. Donc en effet, je connais certaines choses, mais je suis loin et très 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 loin de
tout connaître. Cependant, avec les recherches efficaces, vous saurez au moins comment rechercher les informations dont vous avez besoin. Lorsque je ne sais pas faire quelque chose, je vais sur Google, je pose la question et puis je trouve des tutoriaux, que ce soit sur Google, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur les forums de discussion. On trouve toujours une solution parce que aujourd'hui, il y a une très très grosse communauté, des millions de personnes, pour ne pas dire des milliards, qui sont sur Internet et qui partagent leurs connaissances un petit peu comme je le fais avec les vidéos gratuites ou même avec les vidéos payantes. Et ça permet de partager son savoir et de toujours trouver l'information sur Internet. C'est pour ça que c'est formidable. En tout cas, Sacha, je suis content que vous puissiez être satisfait de tout ça. Michel, bonjour. Bonjour Cédric, bonjour à tous. Cédric, que signifient les drapeaux qui apparaissent lorsque l'on passe sur une question? Alors, c'est une bonne question, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout les drapeaux en question et je ne les vois pas. Alors bonjour Cédric, bonjour à tous. Cédric, que signifient les drapeaux qui apparaissent lorsque l'on passe sur une question? Alors Michel, je ne saurais pas vous dire parce que quand je passe sur une question, je n'ai pas de drapeau. Peut-être c'est un logiciel qui est installé chez vous et qui fait en sorte que lorsque vous passez dessus, vous avez peut-être une traduction, peut-être vous avez Babylone d'installer ou quelque chose comme ça. Parce que lorsque moi, je vais vous montrer comment ça se passe sur mon écran, ce sera plus simple. Voilà, j'ai passé la fenêtre des questions ici en plein écran. Et lorsque je passe sur une question ou même sur un utilisateur, je n'ai pas les drapeaux auxquels vous faites référence. Donc peut-être que ça vient d'un logiciel qui est installé sur votre ordinateur. Comme je vous disais, peut-être Babylone, peut-être un autre logiciel. Mais ça, c'est vraiment spécifique à votre ordinateur. Je pense, à moins que quelqu'un d'autre ait ces drapeaux-là et s'il peut nous éclairer. Mais moi, comme vous avez pu le voir sur la démonstration que je viens de vous faire, je ne les ai point. Bonjour Florence, bienvenue parmi nous. Bonjour Denis. Bonjour à la communauté, nous dit Denis. Bonjour Denis, bienvenue parmi nous. Morissette, vaut mieux pas que je touche alors. Je vais faire encore des bêtises, c'était par curiosité, comme cela m'a sauté aux yeux, j'ai voulu votre avis. Morissette, il n'y a pas eu de question de faire des bêtises, je pense pas qu'il y ait des soucis. Comme je vous dis, je ne maîtrise pas bien Google Print. Je pense, comme je le disais tout à l'heure, que c'est une technologie qui doit permettre d'imprimer depuis votre smartphone sur votre imprimante. Je suppose qu'il faut que l'imprimante soit compatible, peut-être pas. Mais bon, a priori, si vous avez une imprimante et vous avez un ordinateur, la première chose que vous avez reliée à votre imprimante, c'est votre ordinateur. Donc c'est inutile d'installer un logiciel sur votre ordinateur pour imprimer puisque vous avez déjà, en théorie, installé votre imprimante sur votre ordinateur. Comme je le dis souvent, ça sert à rien, c'est bien d'être curieux. Je ne le dis pas spécialement pour vous, Morissette, mais en général, c'est bien d'être curieux, c'est bien d'installer des choses. Moi, quand j'ai débuté l'informatique, j'installais, 10 logiciels par jour. C'était à l'époque de Windows 95 et je réinstallais mon ordinateur toutes les semaines parce qu'à force d'installer des choses, c'est vrai que c'était moins stable. Mais bon, voilà, quand on installe des choses, au bout d'un moment, notre ordinateur est moins performant. Donc n'installez pas les choses dont vous n'auriez pas spécialement besoin juste pour tester, parce que sinon vous risquez d'avoir à réinstaller votre ordinateur. Alors si vous êtes familiarisé avec le processus, pas de souci. Au contraire, vous pouvez tester tout ce que vous voulez dès lors où vous savez réinstaller, dès lors où vous savez faire des sauvegardes, vous ne risquerez de rien perdre et c'est ça le plus important. Et après, si vous voulez faire des tests, faites des tests, c'est ça qui est formidable. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, faire des machines virtuelles, comme je l'ai expliqué dans certaines vidéos gratuites et vidéos outils, qui vous permettent à ce moment-là de faire des tests au sein d'une machine virtuelle. C'est comme si vous vouliez faire des tests de couleurs, vous avez juste un bac et ça vous évite d'avoir à peindre votre mur pour faire vos essais de couleurs. C'est la machine virtuelle, c'est un ordinateur dans l'ordinateur. Donc à partir de la machine virtuelle, vous pourrez faire vos tests éventuellement si vous voulez essayer des logiciels dont vous ne savez pas s'ils sont légitimes ou pas. Vous pouvez utiliser les machines virtuelles. Après, c'est vrai que c'est un petit peu pas compliqué, mais il faut le mettre en place au moins une première fois. Et puis après, ça vous permet de tester sans risquer d'abîmer votre ordinateur. Voilà Morissette. Michel, bonjour Cédric. Comment résoudre les erreurs écran bleu, driver power, state failure, Windows 10, merci. Alors Michel, les écrans bleus. Les écrans bleus, ça fait un peu peur à tout le monde et pour cause. Donc il peut y avoir plusieurs causes des écrans bleus. Donc ce que vous pouvez faire lorsque vous avez un écran bleu, si vous avez le temps de lire les informations sur l'écran bleu, vous pouvez regarder qu'est-ce qui a posé problème.
Et ensuite, une fois que vous avez identifié la ligne qui a posé problème sur l'écran bleu, vous pouvez taper sur Google éventuellement pour avoir des pistes. Donc les écrans bleus, ça peut être de deux natures, soit de nature logicielle, soit de nature matérielle. Donc si vous avez un écran bleu que vous n'aviez pas avant, éventuellement, il faut voir du côté des nouveaux périphériques que vous auriez pu installer, que ce soit, j'en sais rien moi, une nouvelle carte graphique ou ce genre de choses, un nouveau périphérique, pardonnez-moi. Un nouveau périphérique, que ce soit une nouvelle imprimante, que ce soit une nouvelle carte graphique, etc., une nouvelle carte son. Donc dans ce cas-là, il faut regarder du côté du matériel. Si ça peut également venir du côté logiciel, et dans ce cas-là, si ça vient du côté logiciel, il faudra réfléchir au nouveau logiciel que vous avez éventuellement installé qui pourrait créer des écrans bleus. Moi, ça fait longtemps que j'ai pas vu d'écran bleu, et les écrans bleus, il y avait souvent que ça venait de la mémoire vive. Mais bon, c'est un petit peu... un petit peu générique comme approche. Et il me semble qu'il y avait un logiciel qui permettait, je vais partager mon écran, un logiciel qui permettait de connaître les erreurs des écrans bleus. C'est-à-dire, si vous n'avez pas, par exemple, eu le temps de lire quel était l'intitulé de cet écran bleu, il y avait un logiciel qui permettait de savoir ce que c'était. Mais en tout cas, si Blue Screen View Nearsoft, est-ce que c'est ça? Alors Nearsoft, ça me parle cette société? Ah bah c'est peut-être ça. Voilà, donc en gros, vous pouvez, je pense, télécharger ce logiciel Blue Screen View qui vous permet de savoir quelle était la cause de votre écran bleu. Là par exemple, vous pouvez voir ici que sur cet écran bleu là, vous voyez, il y a un certain nombre d'écrans bleus qui apparaissent ici. Et là, vous avez driver IRQL not less or equal, voilà. Et donc, vous pouvez taper ça dans Google et voir un petit peu ce qui va vous indiquer. Donc là, vous voyez, the problem seems to be caused by the following files. Donc apparemment, c'est ce fichier-là qui a causé le problème, donc tcp/ip.6. Donc à partir de là, eh bien, vous pouvez taper dans Google directement tcp/ip.6 blue screen, par exemple, tcp/ip.6. Voilà, et puis vous voyez, ça apparaît ici. Donc driver IRQ equal or less, c'est donc l'écran bleu. Et vous voyez ici, donc vous faites un clic droit pour voir dans un nouvel onglet. Et puis après, il faut chercher, il faut voir voilà, si ça a pu être résolu, voir un petit peu les directions dans lesquelles les gens vont vous renvoyer. Et à partir de là, en théorie, vous devriez pouvoir avoir ça. Alors, la question c'est, est-ce que ce logiciel est compatible avec Windows 10? C'est pas forcément obligatoire. Download links are on the bottom, c'est le of this page. Donc, est-ce qu'il existe une version française? Je vais essayer de regarder s'il est téléchargeable. Ah, ça n'a pas l'air d'être là. Alors, download zip Bluescreen 64 in zip file. On va essayer ça pour voir si ça se lance. Alors, il est en train de le télécharger ou c'est fait? Que voulez faire? Alors, enregistrer sous. Parfait. Je vais le mettre sur le bureau. Comme ça, on pourra y accéder plus facilement. Je ne l'ai pas lancé. Ah bah donc il a mis du temps. Alors, je vais l'extraire. Et on va voir si je peux le lancer au format zip. Et si il a... Oh là là. Allez, on essaye. 3, 2, 1. Si on est coupé, pour revenir donc sur le... pour revenir sur le direct, ça va me prendre à peu près 5-6 minutes. Donc il faut que vous reveniez sur la page Demande à Cédric et que vous recliquiez sur le lien. Peut-être on va être coupé. Je vais tester. Allez, c'est parti. On va voir si ça marche sur Windows 10. Apparemment oui, donc ça a l'air de fonctionner. Donc là, on va avoir les infos sur les écrans bleus. Est-ce que j'ai des écrans bleus? Apparemment pas. Apparemment oui, peut-être. Alors, c'est pas forcément des écrans bleus qui va lui interpréter ici, puisque je pense que ce sera plutôt... Est-ce que si je clique 2 fois dessus... Là, sur Windows 10, ça ne se présente pas tout à fait comme dans le...
comme dans la présentation. Alors je ne sais pas si c'est toutes ces bibliothèques ont créé des écrans bleus, ou si ça se trouve, j'ai pas eu d'écran bleu, ça peut être aussi une éventualité. En tout cas, vous pouvez... C'est pas ça que je voulais faire, pardon. En tout cas, vous pouvez essayer de voir de ce côté-là et voir si vous avez différentes erreurs qui apparaissent ici. Comment ça se passe sur le site ? Donc apparemment, quand vous cliquez dessus, il y a l'écran bleu qui doit apparaître. Mais moi, je pense pas avoir eu d'écran bleu parce que je me souviens pas en avoir eu. Donc voilà, c'est peut-être pour ça. Peut-être vous aurez différentes choses ici et vous pourrez cliquer dessus et avoir les différentes informations que vous pourrez avoir. Voilà, vous pouvez regarder dans cette direction par rapport aux écrans bleus. Et puis voilà, faire aussi avec ce que je vous ai indiqué tout à l'heure, à savoir soit ça vient d'un problème logiciel, soit ça vient d'un problème matériel. Si vous avez installé récemment du matériel, ensuite ce que vous pouvez faire, c'est tester votre disque dur et tester votre mémoire vive également. Donc pour tester votre disque dur, vous utilisez le logiciel WinDLG comme je vous l'indique dans les vidéos outils. Et pour tester votre mémoire vive, il me semble que j'ai pas encore fait de vidéo, il faudrait que j'en fasse une. Mais c'est avec le logiciel qui s'appelle MemTest et qui vous permettra, voilà, une fois que vous l'aurez téléchargé et installé sur un support pour démarrer dessus, je crois que ça fonctionne avec une clé USB ou avec un disque que vous pourriez graver. Et à partir de là, vous pourrez tester votre mémoire vive. Voilà, vous pouvez regarder dans cette direction-là, et puis sinon, avec le logiciel Blue Screen View, voir un petit peu s'il vous donne plus d'informations. Voilà. Alors, les écrans bleus. Voilà Michel, j'espère que ce sera les premières directions que vous pourrez explorer. Tenez-nous informés quoi qu'il arrive. Lucien, bonjour. Bonjour Cédric et bonjour à tous les membres. Tout fonctionne pour moi. J'ai zappé le direct d'hier car je ne reçois plus le petit message pour prévenir du direct. Dommage. Alors, je ne suis pas sûr qu'il y avait un petit message qui vous prévenait du direct. J'ai néanmoins envoyé à tous les membres plus, en théorie si vous êtes là, vous avez dû le recevoir par mail, le calendrier des demandes à Cédric. Donc ce que vous pouvez faire, si vous ne voulez pas les manquer, eh bien vous les intégrez directement à votre agenda, que ce soit votre agenda papier ou votre agenda électronique, et comme ça vous permet directement d'avoir un petit rappel sur votre téléphone pour ne pas les manquer. Voilà, mais en tout cas, Lucien, j'ai envoyé, donc on a commencé mardi, donc hier le 1er, j'ai dû envoyer le mail lundi. Donc si vous ne regardez pas vos mails tous les jours, peut-être que c'est aussi pour ça que vous l'avez manqué, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, pardon. Vous pouvez donc regarder la retransmission et également mettre sur votre agenda les notifications pour ne pas les rater si vous ne souhaitez pas les rater. Philibert, bonjour Philibert, bienvenue parmi nous. Bonjour Cédric et à tous. La combinaison de touches Alt plus 0,56 pour former le E dans l'eau ne fonctionne pas avec mon clavier, ni la deuxième d'ailleurs. Cela m'étonne. Alors, Philibert, oui en effet c'est assez étrange. Alors, est-ce que vous avez un clavier, est-ce que vous avez un ordinateur fixe ou est-ce que vous avez un ordinateur portable? Et la combinaison de touches, je vais essayer de trouver un clavier. Image, clavier PC, voilà, on va trouver une image, outil de recherche, taille, on va prendre une grande taille, voilà. Alors, donc par exemple, prenons ce clavier qui est ici, il est censé être grand, là. Pourquoi il est tout petit? Alors, on va en prendre un autre, qu'à cela ne tienne, on va pas se laisser décourager, donc celui-là c'était pas bon. Prenons celui-ci par exemple. Bon, celui-ci ne fonctionne pas non plus. Parfait. Je vais bien en trouver un, ne vous inquiétez pas. Ou pas. Allez, celui-là c'est bon, j'en suis sûr. Allez, c'est parti, 3, 2, 1, on est bon? Non, c'est pas possible. Ce n'est pas possible que ça ne fonctionne pas. Image taille réelle. Non, il veut pas. Bon. Mais on va essayer de prendre celui-là. C'est quand même dommage de perdre du temps par rapport à ça. Oh, c'est pas possible.
Il va falloir que je garde un clavier quelque part, que j'en trouve une bonne fois pour toutes, parce que... Bon, celui-là il est vieux, mais ça devrait faire l'affaire. Voilà, eh bien. Alors donc... Philibert, pardon. Donc, il faut utiliser le clavier qui est sur la partie de droite et non pas le clavier qui est sur la partie de gauche. Donc, il faut que votre verrouillage numérique soit activé pour que les chiffres, vous puissiez les saisir. Ensuite, vous appuyez sur la touche Alt en restant appuyé. Vous restez appuyé sur la touche Alt. Vous faites 0, 1, 5, 6 en enchaînant, sans vous arrêter. Bon, vous pouvez faire une pause, mais toujours en ayant la touche Alt enfoncée avec votre doigt. Et une fois que vous allez lâcher la touche Alt après avoir fait la combinaison de touches 0, 1, 5, 6, et bien là, le E dans l'eau devrait apparaître. Donc je vais essayer de vous montrer ça sur Word et de vous le réexpliquer. Donc je vais augmenter la taille des caractères en 24, voilà. Donc je reste appuyé sur la touche Alt de mon clavier. Ensuite, pas la touche Windows, la touche Alt. Là, j'ai toujours le doigt appuyé sur la touche Alt. Je vais faire la combinaison de touches 0, 1, 5, 6. D'accord ? Rien n'apparaît sur l'écran. Pourtant, j'ai fait 0, 1, 5, 6. Mais comme j'avais la touche Alt d'appuyer et qu'elle est toujours enfoncée, je ne l'ai toujours pas lâchée. Là, je vais la lâcher et le E dans l'eau devrait apparaître. Ou pas. Alors, je vais recommencer, j'ai peut-être été un peu long, voilà. Donc, j'appuie sur Alt, je fais 0, 1, 5, 6, je lâche Alt et ça me fait mon E dans l'eau. Et si je veux le E dans l'eau majuscule, j'appuie sur la touche Alt, je fais 0, 1, 4, 0, je lâche et j'ai le E dans l'eau majuscule. 0, 1, 5, 6 pour le minuscule, 0, 1, 4, 0 pour le majuscule. J'appuie sur la touche Alt, je reste appuyé, je fais mes 4 chiffres, je lâche la touche Alt et mon caractère doit apparaître. Donc Philibert, si ça ne fonctionne pas, c'est pas normal. Donc assurez-vous donc d'avoir le verrouillage numérique enfoncé. Je suppose que vous avez déjà fait ça, verrouillage numérique. Donc si vous avez une lumière sur votre clavier, ça doit s'allumer. Et ensuite, voilà, vous avez donc cette possibilité-là pour faire le E dans l'eau. Après, si ça ne fonctionne pas, il reste toujours la table des caractères, comme je l'ai indiqué. Donc c'est vrai que c'est pas toujours pratique, mais au moins avec la table des caractères. Donc vous cliquez sur le menu Windows, sur le menu démarrer, pardon. Vous commencez à taper les premières lettres de la table. Voilà, table des caractères qui apparaît ici. Et après, eh bien, vous recherchez dans la table des caractères en fonction de votre police le E dans l'eau. Et d'ailleurs, je vais pouvoir vous apporter une petite précision que je n'avais pas vue quand j'ai fait la vidéo. Ici, donc, je veux cet E dans l'eau, je le sélectionne. Et vous voyez, lorsque j'ai cliqué dessus, il y a la frappe qui apparaît. Donc pour faire le E dans l'eau, c'est Alt 0156. Et si par exemple, j'en sais rien, moi, vous voulez faire le O avec cette petite coupole au-dessus, eh bien, il n'y a pas de caractère, il n'y a pas de raccourci. Ici, si vous voulez le faire, c'est le 0140, comme je vous l'avais indiqué. Et eh bien, vous pourrez trouver les différents codes en fonction de ce que vous souhaitez faire. Si par exemple vous voulez faire le copyright, vous le sélectionnez et vous savez que c'est Alt 0169. Donc si je veux faire un copyright, je suis ici, je fais Alt 0169, je lâche et j'ai bien le copyright qui apparaît. Voilà Philibert, j'espère que, voilà, que vous allez pouvoir réussir à faire ça. Ce n'est pas avec les touches du haut. Donc ce n'est pas avec les touches qui sont en haut, parce que sinon ça ne va pas fonctionner. Enfin je ne crois pas, j'ai pas essayé, mais je vais quand même essayer maintenant tout de suite. Alors, Alt 0, 1, 5, 6, je lâche et ça ne fonctionne pas. En revanche, si je fais la majuscule, Alt 0, 1, 5, 6, ça ne marche pas non plus. Donc voilà, il faut impérativement que vous puissiez le faire avec les touches qui se trouvent sur votre droite. Je vais quand même essayer de le refaire, parce que là j'ai un doute. Alt 0, 1, 5, 6, et là ça marche. Alt 0, 1, 5, 6, voilà. Voilà Philibert, j'espère que donc touche enfoncée et les touches du pavé numérique. Si vous êtes sur un ordinateur portable, je crois qu'il faudra utiliser la table des caractères. Voilà Philibert. Alors, Tania. Alors oui, je parlais des deux entrées qui sont en façade de l'unité centrale. Merci également, un petit bonjour au ch'ti Denis.
Voilà, le message est passé, Tania. Bonjour Denis de la part de Tania. Et donc voilà, vous parliez donc des prises qui sont en façade. Donc si vous n'en avez que deux, ce que je peux comprendre. Bon voilà, sur la mienne j'en ai trois, bon voilà, vous en avez que deux, donc dans ce cas-là, eh bien vous pouvez faire ça. Vous voyez, moi, bien que j'ai mes deux prises en façade qui soient libres, je préfère avoir ce petit outil qui est directement posé sur mon bureau et que je peux accéder facilement. Voilà Tania. Alors, bonjour Cédric, j'espère que vous allez bien. Bonjour Sébastien. Alors, j'espère n'avoir pas trop dit de bêtises sur la réponse que j'ai donnée à Christiane sur le forum. Pas du tout Sébastien, ne vous inquiétez pas, c'est très bien d'avoir participé. Je vous en remercie. D'ailleurs, je remercie au passage toutes les personnes qui participent. Je ne vais pas pouvoir toutes les citer parce qu'elles sont de plus en plus nombreuses. Alexandra, Denis, Louis-Paul, Philibert, Raymond, etc. Il n'y a pas de souci, ne vous inquiétez pas, c'est bien de pouvoir donner des réponses. Voilà, moi si éventuellement j'ai besoin d'apporter une précision, je le fais. Ne vous inquiétez pas, c'est bien, il faut participer. Il n'y a pas de souci. Par rapport donc à cette question-là de Christiane sur le forum qui avait des soucis avec le spam, elle reçoit beaucoup de spam sur sa messagerie Orange et donc Sébastien conseillait de mettre les messages qu'elle ne voulait pas avoir dans le spam, qui est un bon conseil. Et ensuite, Sébastien disait qu'elle pouvait également se désabonner sur les choses qui se trouvent. Parfois, sur certains messages, vous pouvez vous désabonner. C'est le cas, par exemple, Pardonnez-moi. C'est le cas par exemple dans les mails que je vous envoie. En bas de chaque mail que vous recevez, vous pouvez vous désabonner à tout instant. Si par exemple vous en avez assez de recevoir mes messages, eh bien ça devrait être possible pour tout le monde, pour toutes les gens qui vous envoient des mails, pour arrêter qu'on soit pollué par tous ces messages. Mais malheureusement, il n'y a pas que des messages légitimes ou sollicités, et donc dans ce cas-là, parfois on ne peut pas se désabonner. Et ce que je précisais, c'est que Sébastien disait, voilà, vous pouvez les mettre dans le spam et vous désabonner. Si vous vous désabonnez, ne les mettez pas dans le spam en fait. Ce qu'il faut, c'est soit vous vous désabonnez et auquel cas vous ne recevrez plus ces messages et vous n'aurez pas besoin de les mettre dans le spam. Mais si vous les mettez dans le spam, ça sert à rien de vous désabonner parce qu'en théorie, ils arriveront tout le temps dans votre dossier spam. Après, la petite nuance par rapport aux gens qui donnent l'opportunité de se désabonner, comme par exemple les messages que vous recevez de ma part, si vous recevez un message de ma part et que vous le mettez dans le dossier spam parce que vous ne voulez plus rien recevoir alors qu'il y avait la possibilité de vous désabonner, eh bien si vous voulez, mon spam score, c'est-à-dire ma possibilité de vous envoyer des emails, que ce soit à vous ou aux autres personnes de la liste, eh bien mon spam score va augmenter. Va augmenter et si vous me mettez directement dans le spam plutôt que de vous désabonner puisqu'il y a la possibilité, et dans ce cas-là, eh bien mes messages arriveront de moins en moins dans les boîtes aux lettres de chaque personne. Plus mon spam score sera élevé et moins mes mails seront distribués. C'est la raison pour laquelle en bas de chacun d'entre eux, vous pouvez vous désabonner. Donc si vous recevez mes messages et que vous ne voulez plus les avoir, surtout désabonnez-vous et ne me mettez pas dans le spam puisque je vous laisse l'opportunité de vous désinscrire. Après, il y a une petite subtilité également que j'expliquais sur le forum, c'est que quand vous avez des liens de désabonnement, faites attention avant de cliquer sur ceci. Parce que, moi, quand vous recevez mes messages, vous savez qui je suis, vous me voyez souvent, je fais beaucoup de vidéos, etc. Je suis là depuis 5 ans, bref. Je ne suis pas une institution, mais vous savez que voilà, je suis là depuis longtemps et que je ne suis pas là pour vous ennuyer. Et donc, lorsque vous allez cliquer sur mon lien de désabonnement, il n'y a pas de souci, c'est vraiment un lien de désabonnement. Par contre, il y a des gens plus malveillants. Si par exemple, vous ne connaissez pas les mails des gens qui vous les envoient, si c'est des messages de la Redoute, si c'est des messages des 3 Suisses, ce genre de choses, voilà, ce sont des institutionnels et quand ils vous mettent désinscrire, en théorie, c'est un lien de désinscription. Mais il y a des gens malveillants qui vont vous faire croire que vous pouvez vous désabonner en cliquant sur le lien. Il y aura marqué désabonnez-vous ici en cliquant ici. Désabonnez-vous en cliquant ici, et vous cliquerez sur le lien et vous serez redirigé vers quelque chose de malveillant. C'est pour ça qu'il faut que vous fassiez attention quand vous cliquez sur les liens de désabonnement, et c'est pour ça que je me suis permis de le préciser dans votre réponse, Sébastien, c'est qu'en effet, quand vous avez le moindre doute, mettez-le plutôt dans le spam, si vous vous dites que vous savez pas trop où vous allez être redirigé. Donc vous regardez le message que vous avez reçu, si c'est un message en anglais ou bizarre ou voilà, et qui a marqué désabonnez-vous, bon peut-être mettez-le dans le spam, c'est pas très sympa pour les gens qui vous l'ont envoyé, mais ils n'avaient pas besoin de vous l'envoyer. Voilà,
Petite précision, Sébastien, mais en tout cas, merci, vous avez bien fait. C'était voilà, une bonne réponse. Il y avait juste une petite précision que j'ai souhaité apporter pour affiner la réponse par rapport à Christiane. Mais donc, aucun souci et très bien. Merci. Alors, Lucien, j'ai également le petit drapeau à droite des questions quand on passe la souris dessus. J'ai également le petit drapeau à droite des questions. Alors, à droite des questions. Ce qui n'est pas mon cas. Alors peut-être que vous êtes sur un navigateur différent du mien, ou peut-être que vous avez aussi un logiciel de traduction installé, ou d'ailleurs pas forcément un logiciel de traduction, mais tout autre logiciel voilà, qui pourrait être installé. En tout cas, ça ne le fait pas chez moi. Denis, Alexandra, est-ce que vous avez ce petit drapeau-là? Moi, je ne sais pas. Michel, merci Cédric. Si je clique sur le drapeau, j'ai comme info signaler l'image de profil que je viens de lire. D'accord. Bah écoutez, moi je l'ai pas. Alors je sais pas si... Ah, signaler l'image de profil. D'accord, moi j'ai pas de petit drapeau, c'est sous forme de texte, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, je vais partager ici, ce sera aussi simple. Hop, voilà, parfait. Donc si je clique sur la droite, par exemple, ici à Philibert, je clique ici. Et là, j'ai signalé l'image de profil. Je ne vais pas le faire, bien évidemment, mais voilà, vous avez un certain nombre de choses. Alors peut-être que c'est différent chez moi, puisque je suis la personne qui héberge le YouTube Direct. Donc peut-être c'est un petit peu différent pour moi que pour vous. Et peut-être que tout le monde a ce drapeau au final. Ça doit être peut-être pour signaler des choses qui seraient déplacées. Mais en théorie, on est entre nous, donc il n'y a pas de choses déplacées ici. Alors, je vois qu'il y a des messages retirés là qui apparaissent et Denis nous avait parlé de ça hier. Je ne sais pas pour quelle raison ces messages sont retirés. Je vous montre là, vous voyez, message retiré, message retiré, message retiré. Donc je ne sais pas pour quelle raison ces messages sont retirés. Est-ce qu'il y a des mots-clés que Google n'aimerait pas? Il faudrait que je regarde si je ne peux pas... si je ne peux pas faire quelque chose par rapport à ça, parce que c'est un petit peu pénible de voir tous ces messages qui sont retirés. Et Denis nous avait parlé de ça déjà hier. Bon, on va continuer. Alors, où est-ce que j'en suis? Du coup, je me suis un peu perdu, pardon. Alors, Tania, j'ai également les drapeaux. D'accord, donc tout le monde a apparemment les drapeaux. Sébastien, bonjour Cédric, j'espère que vous allez bien. Donc là, ça j'avais fait, pardon. Donc Lucien a également les drapeaux. Merci Cédric, si je clique à nouveau sur le drapeau, d'accord, ça c'est vu, pardon. Un message qui vient d'être retiré, deuxième info, signaler un message. Ah, alors attendez, parce que... J'espère que c'est pas que c'est pas quelqu'un qui signale un message et du coup le message est retiré. Auquel cas, si vous faites des mauvaises manipulations, que vous cliquez là et que vous faites signaler un message, peut-être que le message va être retiré. J'ai également un petit drapeau. Je vais essayer de le faire avec Lucien pour voir. Signaler un message. Attention Lucien. Ah, mince alors. Bon, eh bien, je sais pas si ça vient de là ou pas, mais bon, c'est un petit peu pénible parce que ça fait beaucoup de messages retirés. Donc faites attention de ne pas faire de mauvaises manipulations. Peut-être c'est pas ça, hein, mais voilà, faites attention de ne pas cliquer. Je sais pas pour quelle raison ces messages sont retirés. Du coup, je me suis encore perdu. Allez, on est reparti. Alors, donc, je dois en être là. Voilà, alors Philibert, apparemment le drapeau sert à signaler les messages et images de profil inappropriés. D'accord. Alors, Denis qui passe le bonjour à Tania également. Alors, Sacha, bonjour Cédric, j'ai bien reçu le calendrier. Donc, je suppose que c'est le calendrier d'entretien de mon PC toujours au top. J'ai mis à jour voilà, les paramètres, puisque il avait oublié de le remettre depuis l'ancien site. Donc là, j'ai tout remis, c'est bon. Si vous voulez vous inscrire au calendrier de mon PC toujours au top pour les phases d'entretien, tout est bon. Noël, bonjour. Alors,
Doué, 5 bonjours à toutes et tous. Quand j'allume mon PC du bureau, j'ai un écran noir qui dure 3 minutes. Est-ce normal ? Écoutez, Noël, 3 minutes, c'est normal. Je ne sais pas si c'est normal. Je sais qu'il y a une phase de démarrage sur chaque ordinateur qui est plus ou moins longue en fonction de ce qui est installé et si vous avez un SSD ou si vous n'avez pas de SSD. Donc si vous avez un ordinateur qui est entre guillemets un petit peu ancien, vous avez un disque dur classique, admettons que vous avez installé un Windows 7, que vous êtes passé à Windows 10, que vous avez installé des logiciels, etc. etc. Bon, 3 minutes en temps de démarrage, ça me paraît pas anormal. Si après votre ordinateur fonctionne correctement, si le Windows apparaît correctement. Bon, ça me paraît un peu beaucoup, 3 minutes, mais voilà, si vous avez un ancien disque dur, c'est pas non plus anormal. Enfin, ça doit être un peu pénible, je me rappelle plus comment c'était d'attendre, parce que depuis que j'ai un SSD, voilà, c'est assez rapide. Mais voilà, je dirais que c'est pas anormal. Vous devez avoir normalement le compteur des choses qui tournent. Vous pouvez essayer de regarder du côté des applications qui se lancent au démarrage. Ça aurait été bien si vous aviez pu préciser sur quel ordinateur vous êtes, sur quel système d'exploitation vous êtes, pour que je puisse... voilà. Alors, comment faire ? Ça doit être clic droit sur la barre des tâches en dehors de toute icône. Vous devez avoir gestionnaire des tâches. À partir de là, je vais regarder toujours visible... Ah voilà, c'est ici. Donc si ça apparaît comme ça et que vous ne voyez pas suffisamment de choses, vous cliquez ici sur plus de détails. Je vais enlever ma tête, ça vous permettra de tout voir. Voilà, donc si vous arrivez sur quelque chose comme ça, vous cliquez sur plus de détails. À partir de là, vous allez avoir démarrage et là, toutes les choses qui se lancent au démarrage de votre ordinateur. Donc moi, lorsque mon ordinateur démarre, il charge tous ces programmes qui se trouvent ici. Et donc, eh bien, il faudra que vous regardiez si vous avez des choses qui ne sont pas utiles, que vous pourrez éventuellement désactiver du démarrage. Et peut-être que votre ordinateur prendra un peu moins de temps. Ça dépend combien est-ce que vous avez de choses qui se lancent ici. Vous voyez, moi j'ai un certain nombre de choses qui se lancent, mais comme je suis sur un SSD, bon quand ça se lance, c'est vrai que ça prend 30-40 secondes, mais la plupart du temps, je fais autre chose, j'allume mon ordinateur, je fais autre chose. Donc voilà, je ne regarde pas trop le temps, mais voilà, 3 minutes si vous avez un disque dur classique et un Windows un petit peu ancien, il n'y a pas pour moi, il n'y a pas d'aberration incroyable. Même si 3 minutes, ça me paraît un peu long, mais ça ne doit pas être incohérent. Alors, Philibert, j'ai un PC portable, mais pas de pavé numérique à droite. Apparemment, c'est indispensable. Indispensable pour faire le E dans l'eau, mais pas indispensable pour faire la plupart des choses. Donc, Philibert, vous serez obligé d'utiliser la table des caractères, parce que j'ai pas trouvé sur le clavier comment faire, à part en faisant les manipulations que je vous ai indiquées ou directement avec la table des caractères. Après, comme je l'ai expliqué dans la vidéo, si vous êtes sur Word, lui va automatiquement corriger les choses. Si je tape cœur, par exemple, voilà, il a automatiquement mis le E dans l'eau. Et après, vous pouvez éventuellement faire un copier-coller pour le coller ailleurs. C'est vrai que c'est un peu contraignant, mais bon, le E dans l'eau, c'est pas non plus quelque chose qu'on utilise souvent, sauf si on a du cœur, évidemment. Alors, Marc, rebonjour, j'ai aussi le drapeau, d'accord, merci Marc. Alors, Alex, non, pas de drapeau, mais je suis modérateur et toi administrateur, donc ça doit être pour cela que nous n'avons pas de drapeau, je suppose. Oui, tout à fait, c'est fort possible. Et également, Denis qui est également modérateur maintenant pour qu'il puisse poster des liens, donc Denis ne doit pas l'avoir non plus. Alors, peut-être je pourrais me connecter avec une autre adresse, ça va devenir compliqué ou pas ? Donc, tout le monde a les drapeaux, il n'y a pas de souci. C'est donc pour, comme le disait Philibert, pour interagir s'il y a des choses un petit peu qui ne vont pas. Alors, rebonjour Cédric, si je clique sur le drapeau, c'est pour retirer un message. J'ai fait l'essai et ça fonctionne. D'accord, Yves-Pierre, merci. Donc vous pouvez retirer un message. Est-ce que c'est votre message ou est-ce que c'est les messages d'autres personnes ? Parce que si c'est le cas, il va falloir que chacun fasse attention de ne pas retirer les messages. Est-ce que je peux cliquer sur message retiré, voir à quoi ça ressemble ?
Non, je peux pas. Je ne sais pas, donc le message qui a été retiré, si je vais à côté... Afficher le message d'origine. Ah! Bonjour le drapeau. Alors... Ah, je peux voir le message d'origine qui a été supprimé. C'est assez intéressant. Est-ce que, je sais pas si Alexandra, en tant que modérateur, vous avez ça. Bonjour le drapeau, indique, signaler, je l'ai aussi. D'accord. Donc déjà, je peux voir les messages qui sont supprimés. Afficher le message d'origine. Bon, bah donc c'est déjà une première bonne nouvelle. Donc pour les messages retirés, j'aurai la possibilité de les voir si quelqu'un me dit j'ai un message retiré. Parfait. Alors, donc tout le monde a les drapeaux, pas de drapeau pour Françoise, d'accord. Alors, Francis, bonjour. Pour les demandes sur le forum, existe-t-il un moyen d'être prévenu d'une réponse ? Alors, Francis, c'est une bonne question. Je ne sais pas si c'est vous qui l'avez posé ce matin. J'ai vu ça sur le forum. Peut-être que oui. Alors, je vais essayer de m'y rendre en réfléchissant. Je pense qu'il y a une solution. Néanmoins, je ne l'ai pas testé, donc je ne sais pas comment ça se matérialise. J'ai vu qu'il y avait une solution. Par exemple, si vous avez posé une question, on va faire ça comme ça, forum, message non lu. Si vous avez posé une question et que vous souhaiteriez suivre, savoir s'il y a des réponses, plutôt que d'avoir à revenir à chaque fois dessus, en haut à droite, vous avez un petit œil qui dit « Surveillez ce sujet ». Alors, je ne sais pas concrètement comment ça se passe. Est-ce que ça vous envoie un mail à l'adresse que vous avez renseignée en vous inscrivant, en vous disant qu'il y a une nouvelle réponse sur ce sujet ? C'est possible. Donc, ça se trouve, je ne sais pas si vous voyez bien, je vais passer en plein écran, voilà. Ça se trouve à cet endroit-là. Lorsque vous êtes rentré dans un message, donc là, par exemple, j'étais rentré dans le compte obsolète d'Albert. Je vais y arriver, peut-être. Voilà, concernant Windows 10, voilà. Donc votre compte est obsolète, vous rentrez dans le message et là vous avez un œil. Donc si je clique sur l'œil, il me dit vous surveillez, voilà, vous surveillez actuellement ce sujet et donc il n'est pas impossible que je reçoive un mail lorsqu'il y aura une nouvelle réponse. Et ensuite, si vous voulez vous désabonner de ce même sujet, je pense que vous recliquez ici, et là, vous ne surveillez plus ce sujet, et donc vous ne recevrez plus les mails en question. Je ne suis pas 100% sûr, Francis, que ce soit ça. Je pense que c'est ça. Vous pouvez éventuellement tester et nous dire si vous avez ça. Et là, je suis en train de regarder, parce que là, vous avez aussi la possibilité d'ajouter ce sujet aux favoris, mais ça doit être différent. Le sujet a été ajouté aux favoris, et si vous faites sujet actif, non. Ça n'a pas l'air d'être ça. Bon, je découvre un peu en même temps que vous, hein, vous voyez. On ne peut pas tout savoir. Voilà, quoi qu'il en soit, essayez cette histoire avec le petit œil dans les messages que vous souhaitez surveiller, et ça devrait vous envoyer un mail, en théorie. Ah, on ne te voit plus, Cédric. Est-ce normal? Écran noir, mais je t'entends. Bon, voilà, j'ai dû oublier de... Voilà, j'ai dû être en mode ici, et il y avait juste mon écran, j'avais oublié de remettre la caméra. En théorie, ça doit être bon. Alors, je regarde juste... Parce que j'ai perdu un peu le fil, je perds un peu le fil comme il y a beaucoup de questions. Le drapeau, ça c'était Philibert. Ah d'accord, ok Denis, merci pour la précision de Denis. Concernant les messages retirés hier, c'était suite à l'envoi d'une adresse web de ma part sur le chat. Parce qu'en fait, vous ne pouvez pas envoyer d'adresse web sur le chat, c'est une sorte de modération, et il faut être modérateur pour pouvoir envoyer des adresses. Donc si vous voulez partager des adresses, vous me mettez un petit mot, je vous mets modérateur le temps que vous puissiez envoyer votre message. Voilà. Merci Denis pour la précision, je ne comprenais pas pourquoi c'était comme ça. Alors l'écran noir, ne vous inquiétez pas, ça a dû revenir. Philibert pourrait peut-être utiliser le clavier virtuel, nous dit Alex. C'est une bonne question, on va tester ça. Alors, pour faire apparaître le clavier virtuel, on appuie sur la touche Windows, on tape clavier visuel. Je me trompe tout le temps.
Voilà, Alex aussi. Dans Windows 6, ça s'appelle clavier visuel. Moi, je l'appelais clavier virtuel avant, mais c'est clavier visuel en fait. Alors, est-ce que à partir de là, Philibert pourrait faire Alt? Et là, on n'a pas le pavé numérique. Est-ce qu'on a le E dans l'eau dans le clavier visuel? FN, non. Majuscule. 0. Non, ça n'a pas l'air d'être bon. Alors, est-ce qu'il y aurait donc option? Il doit bien y avoir la possibilité d'ajouter un pavé numérique ici, non? Apparemment pas. Enfin, pas ce que je vois. Non. OE non plus. Là, dans le clavier visuel, je vois pas de possibilité. Et là, en appuyant sur la touche contrôle, majuscule, il n'y a pas de dans l'eau qui apparaît. Alt, contrôle majuscule non plus. Donc le clavier visuel, je ne sais pas si on a la possibilité. En tout cas, je le vois pas. Peut-être il est là, mais peut-être en restant appuyé, non. En restant appuyé sur le O, non. Sur le E, non plus. Non, je vois pas de possibilité sur le clavier visuel. La table des caractères, Philibert. Voilà ce qui vous reste. Et peut-être d'autres solutions, mais que je ne connais pas. Quelle heure est-il? 17h55. 17h, le temps passe à vitesse grand V. Alors, Bernard, bonjour Cédric et à tous. Je n'ai plus de son. Tout s'est coupé au moment où j'ai cliqué pour écrire YouTube me demandant de créer une chaîne. Alors là, ce que vous pouvez faire, Bernard, ça va être un petit peu compliqué pour ce soir vu qu'il est 17h54, vous pouvez redémarrer votre ordinateur. En théorie, vous devriez à nouveau avoir du son. Donc là, si vous voulez revenir pour le demande à Cédric de ce soir, ça va être un peu compliqué, comme je vous le disais. Mais voilà, vous pouvez éventuellement essayer de redémarrer, ou tout simplement avant de redémarrer votre ordinateur, de redémarrer votre navigateur. Vous fermez votre navigateur, vous le relancez. Ensuite, vous retournez sur le site Formation Informatique avec Cédric, vous vous connectez. Une fois que vous êtes connecté, vous revenez sur Demande à Cédric et voir si ça fonctionne. Et ce que vous pouvez faire aussi, c'est lorsque, peut-être dans la vidéo, vous avez... Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir montrer quelque chose. Ma chaîne... Voilà, alors je vais partager mon écran. Quand vous êtes sur une vidéo, vous voyez en bas, vous avez désactivé le son. Peut-être vous avez cliqué ici sans le faire exprès, et auquel cas, vous pouvez recliquer ici pour réactiver le son. Je ne sais pas si c'est ça, mais sinon, au pire, vous fermez votre navigateur et puis vous revenez. Ou plutôt demain, puisqu'on ne va pas tarder à s'arrêter. Voilà Bernard, j'espère que ça aura pu solutionner votre problème. Et sinon, vous pouvez aussi regarder du côté de votre barre des tâches en bas, voir si le logo qui est en bas à droite est bien activé au niveau des haut-parleurs. Voilà. Alors, c'est mon message. D'accord Yves, c'est votre message que vous avez supprimé, donc parfait, tout va bien. Alors... Alexandra, oui, je peux voir les messages retirés. Super Alexandra, voilà, donc en statut de modérateur, ça vous permet de voir les messages retirés un petit peu comme administrateur, donc c'est parfait. Et voilà, Denis n'a pas de drapeau non plus puisqu'il est modérateur pour pouvoir poster des liens. Alors, Michel, je suis désolé, mais depuis la question sur les drapeaux, mon écran est resté tout noir un bon moment. Apparemment, la question suscite beaucoup de réponses. En fait, le fait que l'écran soit resté noir, c'est juste parce que j'ai oublié de repasser, de réactiver la caméra. Mais en théorie, vous devez avoir un écran noir avec ma barre des tâches qui se trouve en bas. Mais voilà, c'est juste parce que j'ai oublié de passer d'un statut à un autre sur mon logiciel de gestion de la conférence. Philibert, merci pour la suggestion Alex, je vais tester. Voilà, Philibert, si vous trouvez la solution sur le clavier visuel, n'hésitez pas à nous la partager parce que j'ai pas trouvé, j'ai pas beaucoup cherché non plus, mais voilà.
Alors, Francis, en effet, j'ai posé la question hier, fusionner la partition. Alors, bonne nouvelle, Francis, sur la fusion de la partition. J'ai fait le ménage, enfin non, j'ai pas tout à fait fait le ménage malheureusement. J'ai retrouvé des disques durs, je sais pas si vous les voyez, ils sont derrière ici, là, je dois y en avoir une vingtaine, et il faut que je fasse le tri. Et dans un disque dur, j'ai trouvé un disque dur qui était partitionné en deux. Et j'ai fait une vidéo outil, je ne sais pas quand elle va sortir, peut-être la semaine prochaine, qui vous explique comment fusionner ces mêmes partitions. Alors ça ne va pas vous aider plus que ce que je vous avais déjà répondu sur le forum, parce que voilà, moi je pars du principe que j'efface toutes les données qui sont dessus, je n'ai pas utilisé un logiciel, mais en tout cas j'ai montré comment est-ce qu'on fait pour fusionner des partitions, pour créer des partitions et pour formater un disque dur. Donc ça, j'ai fait ces deux vidéos cet après-midi. Le temps que je les montre, que je les intègre, plus les demandes à Cédric, à mon avis, la semaine prochaine ou peut-être la semaine d'après, mais en tout cas, vous aurez une réponse par rapport à ça. Voilà Francis. Alors, Philibert, quand on répond à une question sur le forum, un bouton spécial permet également de suivre le sujet. Merci Philibert. Alors, je ne sais pas si c'est exactement la même chose que ce que j'indiquais, c'est-à-dire surveiller avec le petit œil. Ou est-ce que c'est une autre possibilité quand on répond à une question, Manu Philibert? Je vais relire. Quand on répond à une question sur le forum, un bouton spécial qui permet également de suivre le sujet quand on répond à une question. Alors, Windows 10, on va retourner dans le message de Albert, par exemple. Je vais cliquer sur répondre. Alors, à partir de là... Ah, voilà. Merci beaucoup, Philibert. Ça, c'est peut-être plus ça qui va vous envoyer une réponse. Donc, je ne sais plus qui avait posé la question. Est-ce que c'est Francis peut-être? Donc lorsque vous allez répondre à une question, vous pouvez cocher en dessous m'avertir lorsqu'une réponse est postée, et auquel cas vous allez certainement dans ce cas-là recevoir un message directement sur votre boîte mail. Le fait de surveiller, comme je l'ai montré tout à l'heure, je ne sais pas si c'est exactement pareil, si ça va avoir la même efficacité, est-ce que ça va vous envoyer un mail? Ça, je ne sais pas. Honnêtement, il faudrait le tester, ça pourrait être une bonne astuce à rajouter dans les astuces à consulter. Ah oui, j'ai pas dû bien partager mon écran. Du coup, on n'a pas dû voir grand-chose de ce que j'ai montré, du coup, je vais le remontrer. Donc, quand vous êtes ici et que vous répondez à un message... eh bien, vous choisissez répondre et à partir de là, vous avez la possibilité de cocher la case m'avertir lorsqu'une réponse est postée et auquel cas, eh bien, vous aurez une notification par mail, je pense. Merci beaucoup Philibert. C'est vrai que c'est quelque chose que je ne fais pas trop puisque je regarde tous les messages du forum. Donc, en effet, je n'utilise pas ces options. Mais en tout cas, c'est parfait. Merci Philibert. Alors, Florence, bonjour Cédric, je laisse en permanence mon portable en veille car j'ai un problème apparemment avec le bouton d'allumage. Est-ce grave? Merci. Si vous avez un problème avec votre bouton d'allumage, je vois pas d'autre solution en ce qui vous concerne. Personnellement, la veille, c'est quelque chose que je n'aime pas trop, je le dis assez souvent, pour la bonne et simple raison que c'est souvent moi la veille qui me pose problème pour sortir de veille. Alors, est-ce que ça venait de mon ancienne carte graphique? Est-ce que ça vient d'autre chose? Je n'en sais rien. Ça me le faisait aussi avec mes ordinateurs avant. Donc, je ne sais pas si c'est le fait d'avoir une carte graphique dédiée qui soit un peu spécifique, pour jouer et qu'il y ait des soucis de sortie de mise en veille. Quoi qu'il en soit, je n'utilise pas la mise en veille personnellement. J'éteins mon ordinateur si je ne m'en sers pas pendant plus de 2 heures, dans les 2 heures qui vont venir. Et voilà, la veille, c'est la première chose que je désactive quand je réinstalle mon Windows. Donc pour répondre à votre question, la mise en veille, si vous avez des problèmes d'allumage, autant laisser votre ordinateur en veille. Après, c'est bien quand même de l'éteindre de temps en temps pour qu'il ait le temps de redémarrer le Windows et que les fichiers puissent se purger, certains fichiers que Windows purge à l'extinction et qui puissent redémarrer, qui puissent vider la mémoire vive, qui puissent faire un certain nombre de choses. C'est quand même bien de l'éteindre de temps en temps. Mais, cela dit, si vous ne rencontrez pas de difficultés particulières, continuez d'utiliser ce système-là. Il n'y a pas vraiment de contre-indication, si ce n'est que moi j'aime pas trop que mon ordinateur soit allumé en permanence, mais tant que ça fonctionne, vous pouvez continuer de le faire. J'éteindrai quand même malgré tout mon ordinateur une fois de temps en temps à votre place. Alors, Alex, il faut aller dans
option pour activer le pavé numérique du clavier visuel. Intéressant, on va essayer ça. Alors, clavier visuel. Voilà, je vais repartager mon écran ici. Il faut aller dans Options. Alors, dans Options, on va cliquer ici. Activer le pavé numérique. On clique sur OK. Merci Alexandra. Donc ensuite, je vais appuyer sur la touche Alt en restant appuyé. Je vais faire 0, 1, 5, 6. Je vais lâcher la touche Alt et il ne se passe rien. On va essayer de lancer avec un notepad pour voir si ça fait quelque chose. Alt 0, 1, 5, 6. Je lâche la touche Alt et ça n'a pas vraiment fonctionné. Alors je ne sais pas si vous pourrez faire quelque chose avec ça, Philibert. C'est assez déroutant. Alors 0, 1, 5, 6. Non, il n'y a rien qui apparaît. Alt E, Z, Alt D. Non. Majuscule Z. Je ne suis pas sûr. Ah il s'est passé quelque chose là. Clavier. Alors, majuscule F. Non. Peut-être il y a à creuser de ce côté-là, mais le mieux, je pense, ça va être la table des caractères. Quelle heure est-elle? 18h04, eh bien on va s'arrêter ici. Je regarde rapidement si je peux répondre à une dernière question. Il faut aller... Ah d'accord. Alors Florence, c'est ça Cédric. Comme je surveille tous les sujets, ou presque, je reçois beaucoup de mails. Mince. Donc Florence, merci pour la précision. Donc voilà, quand vous surveillez les sujets, eh bien, vous avez des mails qui vous sont envoyés. On a au moins la confirmation par Florence. J'espère que voilà, c'est pas trop pénible. En tout cas, vous pouvez vous désabonner, Florence, je pense. Dans ce cas-là, vous cliquez sur le mail que vous avez reçu. Ça vous redirige vers le message. Quand vous êtes sur le message, je pense que vous avez la possibilité de ne plus suivre ces sujets en question. Merci pour la précision, ça m'a un peu fait sourire parce que j'imagine le cas de figure où vous avez coché partout et vous êtes envahi de mails. Finalement, je pense que si vous regardez souvent le forum, vous pouvez faire comme je vous l'ai indiqué, c'est-à-dire aller sur forum, choisir message non lu, et comme ça vous avez vraiment les derniers messages que vous n'avez pas lus, et ça vous évite de rater des réponses. Et ne surveillez plus que quelques sujets plutôt que d'en surveiller un grand nombre. Voilà, allez, on va s'arrêter là. Je regarde. Merci, me dit Francis. Merci aussi à Florence pour la précision. On reçoit bien un mail dans les deux cas. Merci Philibert. Donc dans les deux cas, on reçoit le mail. Donc vous pouvez soit cocher le petit œil, soit cocher la case, suivre ce sujet. Alors, malgré le manque de sommeil, vous avez été efficace comme toujours. Merci Tania. C'est vrai que j'ai oublié le sommeil au bout d'un moment et tout s'est bien passé. Alors, Alex, bonjour à tous. À propos de veille, j'utilise la veille prolongée ainsi que l'arrêt avec des boutons que j'ai ajoutés à la barre des tâches. Je peux donner les explications sur le forum Raymond. Eh bien, pourquoi pas Raymond ? Pourquoi pas ? Moi, c'est vrai que j'aime pas trop la veille prolongée non plus. J'aime pas la veille en général. Mais en tout cas, voilà, si qui est-ce qui utilise ? C'est Florence. Voilà, c'est Florence. Si vous avez besoin d'informations complémentaires par rapport à la veille, vous pouvez poster un sujet sur le forum et Raymond se propose de vous donner quelques informations supplémentaires, notamment pour pouvoir mettre des boutons directement dans la barre des tâches pour passer en veille facilement. Sans avoir à cliquer sur le menu démarrer, je suppose, et choisir le mode veille. Merci Raymond pour cette proposition. Voilà, il est 18h06, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Je vous remercie une fois de plus à toutes et tous. On est 17 là actuellement, je ne sais pas combien on a été au maximum, je n'ai pas forcément regardé tout le temps. Merci d'avoir été présent pour ce Demande à Cédric numéro 28. Je vous donne rendez-vous donc demain. Demain, ce sera... Je me trompe toujours, donc 18, 19, 17, 18, 16, 17, donc on se retrouve demain à 16h, de toute façon vous le verrez dans le Demande à Cédric, je vais mettre à jour les choses maintenant. Allez, merci encore d'avoir suivi ce Demande à Cédric, et puis à très bientôt, c'est-à-dire demain. Merci, au revoir.